Oui, la vie tout simplement, comme le dit le documentaire de Clara Bellard, donc, qui est sorti en 2014, que l'on peut toujours voir au cinéma ou alors vous procurer par DVD. Ramine Farangui, vous avez été prof de maths et de physique pendant quelques années et vous avez donc décidé de quitter l'enseignement traditionnel pour fonder l'école dynamique. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'enseignement, à ce type d'enseignement classique? En fait, pendant que j'enseignais les mathématiques et la physique, un jour avec mes élèves, on a décidé de se mettre en équipe plutôt que d'avoir un rapport de sachants et de personnes à qui on enseigne pour en fait accomplir les objectifs des élèves eux-mêmes. Et finalement, on en est arrivé à créer une pédagogie ensemble qui leur laissait de plus en plus de latitude pour étudier à leur rythme, comme ils veulent. Ils étaient libres de venir à mon cours s'ils le voulaient ou pas, de se consacrer à leurs priorités. Et moi, j'étais là, disponible comme une ressource pour les aider à accomplir leurs objectifs. Et puis, voilà, on s'est rendu compte que ça a très bien marché avec eux. Et en me rendant compte que ça marchait très bien avec eux, j'en suis arrivé finalement à la logique que même les programmes, les emplois du temps, les classes d'âge, tout ça, c'était des structures finalement assez obsolètes et dont on pouvait se débarrasser et faire comme dans le film de Clara Bellard et déterminer soi-même sa propre éducation. Vous dites finalement que ça ne répond plus du tout finalement aux défis d'aujourd'hui, à l'enseignement qui est prodigué à l'école. Oui. Quels sont les savoirs qui ne sont plus indispensables selon vous? Alors, je pense qu'on est à peu près tous d'accord en fait pour dire que le système d'éducation aujourd'hui est obsolète. Et c'est pas parce que certains savoirs ne sont plus indispensables, ne sont plus intéressants. En fait, tous les savoirs qui sont enseignés à l'école sont intéressants. C'est juste la manière de le faire en fait. C'est l'enseignement coercitif qui est remis en cause ici. Et bon, là maintenant, il y a un groupe assez large de personnes. Il y a un sondage récent mené par OpinionWay qui a montré que 95% des 15 à 30 ans espèrent que le système d'éducation sera réformé. 25% espèrent même que le système d'éducation fera complètement table rase de ça et on inventera quelque chose de complètement nouveau. Et moi, je suis assez d'accord avec ces 25%. D'ailleurs, c'est le cas aussi des experts du sommet WISE, c'est des experts mondiaux en éducation qui incluent Ken Robinson. 80% d'entre eux estiment que d'ici 2030, de toute façon, les programmes auront disparu, il n'y aura plus d'enseignement, mais il y aura des facilitateurs d'apprentissage qui aideront les enfants à accomplir leurs objectifs uniques. Alors, quels seraient finalement les enseignements qui seraient aujourd'hui nécessaires pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, selon votre programme pédagogique à vous? Alors, on estime que ce dont on a besoin dans le monde d'aujourd'hui, voilà, à l'ère du numérique, c'est une certaine flexibilité, la capacité à entreprendre et créer sa propre vie, à se réinventer, l'esprit critique, l'empathie. On peut mener toutes ces choses et c'est des choses d'ailleurs qu'on essaye de développer à l'école aussi. Mais on estime que voilà, cette forme scolaire, cette forme pédagogique où on emmène les enfants de classe en classe et on leur apporte un enseignement préfabriqué, ça ne correspond pas. Il faudrait s'intéresser à l'enfant, il faudrait s'intéresser à ce qu'il passionne, ses centres d'intérêt, et il apprendra à développer toutes ses métacompétences à travers son propre programme d'enseignement qu'il aura inventé lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez au cœur de l'enseignement la confiance faite à l'enfant, à son autonomie et à sa capacité de choix. C'est ça, on fait toute confiance que l'enfant arrivera à déterminer un programme pertinent pour lui-même. Et nous, en tant qu'adultes, on ne sait rien finalement, on ne sait pas ce qui correspond à chaque enfant. Chaque enfant est unique. Donc c'est une autre conception de l'enfant qui prévaut. Complètement. Et pour vous donner un exemple, en fait, pour montrer à quel point on peut aller loin, l'école Sudbury Valley, donc, de laquelle je me suis inspiré. Dont vous vous inspirez donc pour l'école dynamique, qui commence donc cette année, en septembre 2015. Voilà, donc une des histoires qui est intéressante, par exemple, c'est un enfant qui a décidé de faire uniquement de la pêche jusqu'à ses 15 ans. Entre 6 et 15 ans, son programme d'éducation, c'était uniquement de la pêche et les amis qu'il y avait à droite à gauche avec qui il discutait. Et finalement, à 17 ans, il a créé sa boîte d'informatique avec quelques copains. Et voilà, après, il a fait sa vie en tant qu'entrepreneur dans l'informatique et il a très bien réussi sa vie, selon les conventions classiques, quand on imagine une vie réussie. Oui, est-ce que vous dites finalement que l'école classique, traditionnelle, crée des dyslexiques, crée des illettrés, et que finalement, ce n'est pas le cas dans ces écoles alternatives? C'est ça. Par exemple, à la Sudbury Valley School, ils n'ont pas eu un seul dyslexique. Par contre, ils ont une variété d'enfants qui avaient un intérêt unique pour la lecture, et c'est venu à un certain moment dans leur vie, pas forcément à 5 ans, il y en a c'était à 3 ou 4 ans, et d'autres c'était à 9, 10, 11 ans. Et ce qui est intéressant et qu'ils ont remarqué, c'est que ceux qui apprenaient plutôt tardivement, ceux qui apprenaient à 9, 10, 11, 12 ans la lecture, finalement, ils lisaient déjà aussi bien que ceux qui avaient appris tôt, mais en plus, c'est ces personnes-là qui avaient tendance à aller davantage dans les carrières académiques et dans les entreprises plutôt intellectuelles. Donc, vous êtes le fondateur de l'école dynamique. Racontez-nous une journée à l'école dynamique. Ça se passe comment? On y fait quoi? Quels sont les enseignements? Alors, une journée à l'école dynamique, c'est un peu difficile à prévoir ce qui va se passer. En fait, c'est vraiment l'improvisation et on laisse les enfants en fait, continuer ce qu'ils avaient déjà entrepris de faire et on est à leur disposition comme ressource parmi d'autres
pour les aider à accomplir leurs propres objectifs d'éducation. L'équipe est constituée de quelles personnes? Alors on est 6 personnes actuellement et ce sont tous des anciens éducateurs, certains qui viennent du classique comme moi, d'autres qui ont fait plutôt l'éducation alternative comme la pédagogie Freinet, la pédagogie Montessori. Voilà, on a un membre de notre équipe qui a fait Montessori pendant 9 ans, mais tous, on en est arrivé à la même conclusion, c'est que finalement ce sont des systèmes où il y a toujours des contraintes qui ne sont pas forcément productives. Et nous, on estime qu'en fait, ce que l'enfant décide de faire de sa vie est pertinent et on est là pour lui. Alors, quand on voit donc toutes ces propositions qui sont faites d'écoles alternatives, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une déferlante alors qu'il y a une demande croissante des familles? Alors, il y a plusieurs raisons. Ces écoles. Actuellement, dans le monde occidental, on estime qu'il y a quelques centaines de milliers de personnes qui pratiquent les apprentissages autonomes, comme le montre Clara Bellard dans son film. Et effectivement, les écoles qui permettent la liberté à l'enfant de choisir de faire ce qu'il veut, il y en a quelques centaines dans le monde occidental, donc effectivement c'est très marginal pour l'instant, on est vraiment une toute petite minorité. Ensuite, pourquoi est-ce que ça ne se développe pas? Bon, déjà, il y a des raisons pratiques à ça. Moi, par exemple, en tant que créateur d'une école, pour porter ce projet, je me suis confronté à des obstacles, à des incompressibles, comme trouver des locaux aux normes, avoir un financement. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde, parce que l'État n'accorde pas de subventions à ces écoles privées. Ouais, ça veut dire quand même que le frein, c'est aussi l'argent pour les familles. Et le frein, c'est l'argent pour les familles. Quel est le coût de votre école par pour exemple, l'année? le coût de mon école pour l'année, c'est 4 000 euros. Les Montessori coûtent en général entre 5 000 et 7 500 euros. Alors, il faut relativiser ça, parce que l'éducation nationale coûte aux contribuables en moyenne 8 300 euros par élève par an. Donc en fait, si les alternatives se propageaient et étaient subventionnées, finalement on économiserait des dizaines de milliards en budget d'éducation. Ensuite, 4 000 euros, il faut vraiment relativiser, c'est pas grand-chose quand on y pense. Enfin, là-dessus, il y a finalement un tiers qui part pour le loyer, et les après un petit pourcentage pour le matériel pédagogique, et ce qui reste, donc à peu près les 2 tiers, pour rémunérer le personnel au SMIC. Donc et moi, je travaille gratuitement, donc on est vraiment très frugaux dans notre manière de gérer l'école dynamique. Merci beaucoup Ramine Farangui pour cet éclairage donc, sur l'école alternative. Donc, je rappelle le titre du documentaire de Clara Bellard, Être et devenir, un magnifique documentaire donc, sur une autre façon d'apprendre. L'été vit ses dernières semaines et bientôt il faudra remiser à la cave, chaises longues.